Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau débrief du Tour de France 2020 qui a été plutôt incroyable avec ce dénouement magnifique et cette victoire de Pogacar sur le dernier contre-la-montre qui déloge finalement Primoz Roglic et qui va s'imposer à 21 ans et remporter son premier Tour de France. Donc je me suis dit que voilà, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéos sur cette chaîne. Euh, Peut-être qu'il y en a qui savent, mais je fais des live Twitch maintenant sur Cyclisme Actu, ma chaîne Cyclisme Actu. Et je me suis dit, j'ai envie de commencer un peu des débriefs et tout ça, que ce soit des débriefs ou des previews. Et je pense que la meilleure manière de recommencer un petit peu, c'est de faire un débrief sur ce Tour de France. Donc on va directement commencer avec un petit débrief du classement général. Ensuite, on parlera des classements annexes, mes tops, mes flops, que ce soit des coureurs ou des équipes. Et ensuite, un avis un peu plus général. Donc voilà, on va directement commencer les gars avec le classement général évidemment. Je pense que tout le monde l'attend un petit peu et c'est le plus important vu que voilà, c'est les coureurs qui ont joué les premiers rôles tout au long de ce Tour de France un petit peu particulier avec la situation du Covid évidemment, mais qui a nous a finalement livré beaucoup de surprises et un dénouement incroyable. Donc on va directement commencer évidemment par Tadej Pogacar les gars, incroyable. Je pense qu'il y en a beaucoup qui espéraient qu'il puisse renverser la Jumbo et surtout Primoz Roglic et finalement il l'a fait au moment où personne ne l'attendait dans ce contre-la-montre vers la planche des belles filles. Assez incroyable de se dire qu'il l'a pris à la dernière étape, vu qu'on sait très bien que son équipe n'aurait pas pu vraiment contrôler la course, je pense. Ils avaient pas mal de blessés, ils avaient quand même des coureurs qui jouaient les sprints, avec par exemple Christophe qui avait gagné la première étape. Et donc finalement, il a sorti un chrono stratosphérique, les gars. Je pense pas qu'on s'en rend compte. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais je pense que c'est plutôt lui qui a fait la performance de sa vie plutôt que Roglic qui s'est vraiment éclaté. Pour moi, c'est plus du côté de Pogacar que ça a été incroyable et moins de Roglic. Et puis voilà, incroyable. Je pense que c'est très mérité pour moi, très mérité, parce que il a été, je pense, selon moi, le meilleur en montagne. On se rappelle qu'il a perdu 1 minute 20 dans les bordures et que finalement, malgré ça, il arrive à quand même s'imposer au classement général et sur toutes les étapes de montagne, à part l'arrivée au col de la Loze, c'était lui qui était le plus rapide et le plus fort. Et voilà, au moins, ça récompense les attaquants. Je pense que tout le monde est d'accord que c'était lui qui a le plus attaqué et qui a le plus voulu mettre en danger les Jumbo et tous ses concurrents. Et je suis vraiment content qu'il s'impose, même si c'est très très dur pour Roglic. Et donc on va directement passer évidemment à la deuxième place. Roglic, les gars, la Jumbo-Visma qui passe à côté de son énorme objectif, parce que je pense que là, ils avaient vraiment tout fait pour gagner ce Tour de France et tout allait bien jusque maintenant. Et je pense que voilà, même eux ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils puissent se faire avoir lors du contre-la-montre, qui est quand même normalement le point fort de Primoz Roglic ces dernières années. Même si dans le Tour, il a toujours eu du mal, hein. On se rappelle d'une année où il a perdu le podium aussi, un peu dans les mêmes conditions. Et là, finalement, on se dit que c'est presque un petit peu mérité pour la Jumbo qui a vraiment contrôlé la course, évidemment. Ils avaient de loin la meilleure équipe avec Van Aert, Kuss et même Dumoulin en montagne. Mais ils n'ont jamais pris l'initiative. Ils étaient tout le temps là à mettre un train pour éviter les attaques. Mais on n'a jamais vu Roglic attaquer, si ce n'est pour prendre quelques bonifs quelquefois. Mais sinon, à part ça, on n'a jamais eu vraiment de grosses attaques de Primoz Roglic. Et finalement, ça montre que voilà, pour gagner un Tour de France, il faut attaquer, il faut aller de l'avant. Et voilà, je trouve que c'est un petit peu mérité, même si c'était très dur de le voir à la fin et voir sa tête qui était vraiment au fond du trou. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, je pense que Roglic aura de toute façon d'autres occasions pour gagner le Tour, mais je pense que là, la déception doit être énorme. Du coup, les gars, on va passer à la troisième place. Richie Porte, les gars. Richie Porte qui va monter sur ce premier podium sur le Tour de France à 35 ans, les gars, alors que tout le monde disait que c'était fini, que plus jamais il pourrait jouer les premiers rôles, plus jamais il serait dans la course pour la gagne. Ok, il a quand même été très loin des deux Slovènes, ça c'est sûr, mais finalement, les gars, il monte sur ce podium avec un dernier chrono assez incroyable, hein, vu qu'il était dans le même temps que Dumoulin et juste battu finalement par Pogacar. Il a été très très bon tout au long du tour. Pour moi, c'était limite le quatrième meilleur grimpeur, parce que Lopez était peut-être aussi là dans le top 3 des meilleurs grimpeurs. Mais voilà, sur le contre-la-montre, il a su faire la différence et je suis super content pour lui. C'est un coureur que beaucoup de gens aiment, qui a souvent été malchanceux. Et finalement, c'est une très très belle
récompense de le voir sur la troisième marche du podium. Ensuite les gars, on passe à la quatrième place. Quatrième place pour Mikel Landa et la Bahreïn McLaren. Je suis content pour lui aussi parce que comme Pogacar c'est un attaquant, il tente et quitte à perdre plus que ce qu'il pourrait gagner, il le tente. Et puis finalement, quatrième, c'est quand même très très bon pour lui. On se rappelle d'une quatrième place il y a 2-3 ans aussi, quand il était toujours sur la Sky. Et finalement là, il n'a pas trop de regrets. Je pense qu'il n'aurait pas pu faire beaucoup mieux que quatrième. Il est à sa place. Et pour moi, c'est quand même une très très bonne performance pour lui. Ok, il s'est un petit peu raté lors d'une étape de montagne quand il a voulu faire rouler toute son équipe. Et finalement, ça a été un des premiers à lâcher. Je crois que c'était dans le col de la Colombière, si je me rappelle bien. Mais finalement, au moins il a tenté, il a pris son destin en main, il s'est dit vas-y, je le tente. Et voilà, c'était peut-être dans le col de la Lose, en fait je ne me rappelle plus très bien, peu importe. Mais on se rappelle tous qu'il y a quand même une étape où il a fait rouler toute son équipe et ça n'a pas du tout payé. Mais finalement, je pense que tout au long du tour, il était là, il était toujours présent dans le top 5. On se rappelle aussi d'une étape où il est arrivé dans le groupe avec Bernal, Roglic, Pogacar et lui. Donc voilà, c'est une très très belle performance pour lui et je pense que la Bahreïn est très heureuse de ce résultat. Ensuite, cinquième, les gars, on a Enric Mas. Enric Mas qui est une très très grosse surprise pour moi, avec la concurrence qu'il y a. Sur ce tour, je pensais vraiment pas qu'il puisse se hisser dans un top 5. Surtout que, on se rappelle, Enric Mas est encore très très jeune. Il a moins de 25 ans vu qu'il est encore éligible pour le classement du maillot blanc. Et là, il a montré qu'il était très 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 bon en montagne. Et sur le chrono aussi, il fait, je crois, un top 10. Ce qui est assez impressionnant parce que, encore une fois, c'est un montre très très exigeant en fin de tour. Et ça montre qu'il a de très très bonnes capacités de récupération. Et que je pense que s'il arrive encore à s'améliorer un petit peu plus et travailler un peu plus peut-être sur encore son niveau en montagne, il pourrait s'approcher du podium et finalement de la gagne. Et je trouve que c'est une très très belle performance pour lui. Je pense que la Movistar doit être très heureuse quand même s'il n'y a pas eu de victoire d'étape. Un top 5 au général, c'est toujours un très très beau résultat. Ensuite les gars, sixième, on a Miguel Angel Lopez qui a vraiment tout perdu sur ce dernier contre la montre, qui était troisième à la veille de Paris et qui finalement se retrouve sixième. Alors il a eu une belle victoire au sommet du col de la Loze, je pense que ça, c'est déjà un motif de soulagement et une très très belle performance. Malheureusement, sur le chrono, il a complètement explosé, il a perdu 3 places et il finit sixième, ce qui est quand même une performance bien moins parlante qu'une troisième place. Une sixième place, ça fait moins parler et ça fait moins beau sur un CV, on va dire. Donc voilà, il doit être très très déçu. Après, on a quand même vu un niveau incroyable en montagne, quand on voit sur le col de la Loze, sur un col comme ça, et qu'il arrive à se hisser à la toute première place devant les deux Slovènes. Je pense que voilà, il doit quand même être satisfait et se dire que il n'est pas très loin d'arriver au tout haut niveau. Mais je pense que s'il veut un jour espérer monter sur un podium d'un grand tour, il faut qu'il s'améliore dans les contre-la-montre. Ensuite, septième, les gars, Dumoulin, pas grand chose à dire. Il a joué l'équipier, il s'est accroché quand il fallait. Et finalement, il finit à une belle place quand même. Mais je pense que c'était vraiment pas son objectif, même si voilà, je pense que c'est toujours cool de jouer sa propre carte au général. Il était complètement dans un rôle d'équipier, je pense. Et du coup, voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, les gars, au 8ème, Adam Yates. Adam Yates qui avait annoncé de ne pas jouer le général et qui finalement a pris le maillot jaune pendant une étape. Évidemment, il n'a pas joué le général complètement à fond, même si je pense qu'il a joué le général complètement à fond plutôt. Mais voilà, c'est une belle performance. J'ai pas trop d'avis sur lui, je trouve qu'il a pas trop pesé sur la course, il a essayé de faire quelques attaques, mais je sais pas s'il est content de lui, je sais pas s'il aurait peut-être pas dû jouer plus les étapes. Pour moi, 8ème, c'est pas non plus une performance incroyable, évidemment il a une maillot jaune donc il doit être content, mais voilà, un tour peut-être pas complètement réussi. Ensuite, 9ème, les gars, Rigoberto Urán, pour moi une des grosses déceptions de ce tour, on en parlera un petit peu plus tard. Il n'a fait que suivre pendant tout le tour, il n'a pas fait une seule attaque et finalement il a craqué dans les dernières étapes de montagne et ça le met à une 9ème place qui est vraiment pas un bon résultat quand on sait qu'il a déjà fait podium. Donc voilà, finalement c'est un petit peu mérité pour moi, je trouve. Il n'a rien tenté et voilà, quand tu tentes rien finalement tu te fais lâcher et tu pèses pas sur la course. Donc voilà, pour moi la Cannondale ne doit pas être très contente de ce tour, vu que, enfin la Education First, la Cannondale, c'était l'ancienne équipe. L'Education First ne doit pas être très contente et je pense qu'il y avait mieux à faire.
Et du coup, voilà, grosse déception pour moi. Ensuite, les gars, pour finir ce top 10 et cette petite analyse de ce top 10, on a évidemment le coéquipier de Mikel Landa, Damiano Caruso, qui a fait un énorme contre-la-montre à la fin, qui lui permet de rentrer dans le top 10 et qui lui permet voilà, de signer un très très beau résultat. Un top 10 sur un Tour de France aussi dur, c'est vraiment impressionnant, surtout que c'était pas le leader. Donc il a quand même dû travailler quelques fois, il est parti dans des échappées et tout. Et finalement, 10ème, c'est un très très beau résultat. Et ça prouve que la Bahreïn, pour moi, a fait un très très beau tour et peut être satisfaite. Donc maintenant, pour continuer, les gars, on va parler des classements annexes, donc du maillot à pois et surtout du maillot vert. Donc tout d'abord, le maillot à pois, un maillot qui n'a pas eu beaucoup de succès, hein, les gars. Il n'y a pas grand monde qui a voulu vraiment le jouer, à part sur la fin. Quelques coureurs qu'on va citer ensuite, qui ont voulu essayer de pourquoi pas le ramener à Paris. Mais bon, finalement, tout le monde le sait, je pense que c'est Tadej Pogačar qui l'a ramené, notamment dû au fait que il a pris beaucoup de points au sommet de la Loze, il a pris beaucoup de points aussi dans le col de la Madeleine, et puis surtout au fait que, en fait, il n'y a pas un seul coureur qui a vraiment été dans beaucoup d'échappées pour prendre beaucoup de points. On se rappelle que Benoît Cosnefroy l'a porté pendant plus de 10 jours, je pense, alors que ce n'est pas du tout un véritable grimpeur. Et ensuite, on a eu évidemment pendant un jour Richard Carapace qui l'a porté et puis qui se l'est fait dérober sur ce dernier chrono. Alors les gars, moi je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que ce maillot, ça doit être un maillot qui doit être réservé pour les baroudeurs. Donc je trouve ça un petit peu dommage que ce soit un des favoris. Les favoris se battent pour le maillot jaune, mais ne doivent pas se battre forcément pour le maillot de meilleur grimpeur. Pour moi, c'est vraiment le maillot plutôt de meilleur baroudeur. Donc Carapaz aurait pu l'avoir avec un peu 3-4 points de plus, je sais pas exactement. Je trouve que ça aurait été cool que ça puisse lui donner un petit truc quand même pour le féliciter, on va dire, de son beau Tour de France et surtout de cette belle 3e semaine. Malheureusement, voilà, c'est un des favoris qui le ramène à Paris. Du coup, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour moi, il faudrait trouver un moyen que ce soit plus attractif peut-être pour les baroudeurs et aussi que ce soit pas un des favoris qui puisse, sans vraiment vouloir le jouer, l'avoir et le ramener à Paris. Donc les gars, après le maillot à pois, on va directement passer au maillot vert qui est le deuxième gros classement annexe, on va dire, et qui a finalement été remporté par Sam Bennett. Alors, je tourne la vidéo la veille de Paris et des Champs-Élysées, donc on sait jamais qu'il y ait un exploit de Peter Sagan, mais pour moi, j'y crois pas trop. Et je trouve c'est cool que cette fois-ci, il y a eu de la concurrence pour Peter Sagan, qui l'avait remporté 7 fois, je crois déjà, dans sa carrière, où à chaque fois, il l'archi-dominait parce qu'il allait dans toutes les échappées, sur les étapes un petit peu de semi-montagne, vallonnées, il était là alors que tous les autres sprinteurs n'étaient pas là. Et en fait, personne ne jouait vraiment le jeu d'aller faire les sprints intermédiaires, d'aller dans les échappées. Et cette année, on a quand même eu une belle bataille avec finalement Bennett, Trentin, même dans la bataille, et Sagan. Et puis finalement, comme Sagan était un petit peu moins fort dans les sprints passifs cette année, et ça a permis à Bennett de lui être tout le temps placé à chaque sprint passif et de aussi jouer le jeu. C'est ça qui était cool. Là, De Koninck l'a chaque fois super bien emmené sur les sprints intermédiaires avec un Morkov archi impressionnant. Et puis finalement, à l'arrivée, ça fait que il peut ramener ce maillot vert et ça a complètement contrecarré les plans de la Bora et de Sagan qui vient à chaque fois aussi pour le maillot vert, mais cette année, il n'a pas du tout réussi à faire douter Bennett finalement. Vu qu'à chaque fois qu'il tentait quelque chose, Bennett est dans la roue. Et du coup, c'est cool que ce soit un pur sprinter, les gars, qui gagne ce maillot. On sait bien que sur ces arrivées massives lors de ce Tour de France, on avait deux gros sprinters qui étaient au-dessus du lot. C'était évidemment Sam Bennett et Caleb Ewan. Sur le plat total, on avait un Wout van Aert qui a remporté 2 étapes, mais quand c'était un petit peu plus compliqué, sur le plat total, je pense qu'il était un petit peu en dessous de ces deux hommes-là. Et puis on avait d'autres gars, Nizzolo au début du tour, on avait un Chase Ball qui était la grosse révélation pour moi. Je pense que lui, je ne l'attendais pas du tout là. Et voilà, chaque fois des très beaux sprints, je trouve, avec pas une domination d'un seul sprinter. Du coup, je trouve que ça a été voilà, des beaux sprints disputés avec parfois des arrivées un petit peu plus en montée qui convenaient plus Wout van Aert ou quoi. Et puis sinon, des arrivées peut-être techniques un petit peu meilleures pour Caleb Ewan ou un autre pur sprinter. Donc je trouve que dans l'ensemble, on a été servi pour les sprints massifs. Donc les gars, maintenant on va directement passer au top en fait de ce Tour de France. Donc quel coureur j'ai trouvé vraiment très très bon.
et quelle équipe aussi, j'ai trouvé très très fort et peut-être un peu surprenant. Donc on va tout d'abord commencer les gars par Lennart Kämna. J'ai voulu le mettre en premier parce que je trouve que c'est quelqu'un qu'on entendait mais vraiment pas du tout avant le Dauphiné. Alors évidemment on avait déjà vu l'année passée quelques étapes sur le Tour de France où il avait été très très bon et il avait bien performé avec la Sunweb, je m'en rappelle, mais il n'avait jamais été en passe de gagner des étapes ou même de peser vraiment sur la course. Il avait été dans les échappées, il avait bien tenu, mais il n'avait jamais été vraiment dans le final pour gagner une victoire d'étape. Et là cette année on a vu qu'il a vraiment passé un cap, surtout en haute montagne, quand on voit que il arrive à faire deuxième derrière Daniel Felipe Martinez au Puy-Marie sur une étape de haute montagne avec un concurrent qui est quand même très très fort avec Daniel Felipe Martinez qui avait gagné le Dauphiné juste avant. Et ensuite il arrive à finalement gagner l'étape en battant Carapaz qui est le vainqueur du Giro et de s'imposer à Villard-de-Lans. Donc il a fait un très très gros tour, il a aussi souvent travaillé pour Sagan, essayé de revenir sur les échappées, essayé de faire des mouvements de course toujours à l'avant. Il y a beaucoup de fois on l'a vu dans l'échappée, surtout dans les échappées de costaud. Et surtout les gars, il n'a que 24 ans. Donc un très très beau coureur d'avenir et j'ai hâte de le voir dans le futur. Ensuite les gars, je pense que vous l'attendiez tous, c'est évidemment Marc Hirschi qui a réalisé un Tour de France tout simplement incroyable. Je pense que là c'était vraiment aussi une énorme surprise. On avait vu un petit peu comme Kemna un très très bon Dauphiné. Je pense que le Dauphiné a donné pas mal d'indications. Même si on le voyait pas du tout au niveau où il a été durant ce Tour de France. Il était placé dans les échappées durant la fin du Dauphiné, mais il n'a jamais vraiment été là pour la gagne. Tandis que là, à partir de la deuxième journée, c'était le seul qui a pu suivre directement Julien Alaphilippe. Il a presque pris le maillot jaune ce jour-là, vu qu'il s'est fait battre par Alaphilippe d'une demi-roue peut-être. Ensuite, il a essayé de s'accrocher. On sait que sa philosophie, c'était vraiment de ne pas jouer le classement général, je pense, et d'aller dans toutes les échappées qui pouvaient lui convenir. Il a essayé une autre fois, il s'est fait rattraper par le groupe des favoris à 3 km de l'arrivée, et finalement, il a fini troisième. Ça lui faisait déjà une deuxième place et une troisième place, qui était déjà incroyable pour lui, je pense déjà. Et bon, il lui manquait cette victoire, et finalement, il a eu cette victoire qu'il méritait tellement, finalement, sur la 12e étape qui arrivait à Saran, avec un road solitaire de plus de 80 km, si je me rappelle bien. Et là, il a vraiment ébloui tout le monde. Alors, on le connaissait à peu près, enfin moi en tout cas, je le connaissais à peu près, vu que je le suivais un petit peu chez les Espoirs. Mais de là à le voir performer aussi haut dans un Tour de France, je trouve que c'est assez improbable. Parce que voilà, il aurait très clairement pu gagner 4 étapes si on compte celle de Nice, celle de la Reims, celle de Saran et puis même celle de la Roche-sur-Foron où il aurait pu même faire coup double en prenant aussi le maillot à poids. Parce que il était vraiment très très fort et malheureusement il a chuté. Donc pour moi, je pense que c'est la plus grosse révélation de ce tour, le plus gros top de ce tour. Il va repartir finalement quand même avec le prix du super combatif, plus une victoire d'étape, donc c'est évidemment un tour super réussi pour lui. Les gars, finalement, pour finir un petit peu cette partie sur les tops de ce Tour de France, je pense qu'on était obligé de parler de la formation Sunweb, qui pour moi a été une des équipes les plus en vue dans ce tour. Elle a remporté 3 étapes et surtout, elle a éclaboussé le tour par sa stratégie et par sa classe, surtout, je trouve. Je me rappelle, moi, au début du tour, je me suis dit, cette équipe, elle va rien faire. Ils ont peut-être Benoît pour les étapes de montagne, mais Benoît, il n'a pas vraiment montré des signes encourageants. Ils ont peut-être Caseball pour les sprints, mais contre Ewan et Bennett, ça va pas du tout faire face. Et finalement, les gars, ils ont vraiment impressionné tout le monde. Alors évidemment, Marc Hirschi a bien aidé, parce que lui, il était vraiment incroyable. Mais on a aussi, évidemment, Søren Kragh Andersen, qui a rapporté finalement 2 étapes, qui a une science de la course incroyable, comme toute la Sunweb d'ailleurs, qui a vraiment utilisé ses stratégies. C'était vraiment tout un collectif. Quand on dit que le cyclisme est un sport individuel, là, pour la Sunweb, c'était vraiment un sport d'équipe. Tout le monde se dévouait pour un leader. Et puis, tout le monde, en vrai, avait finalement sa carte, parce que tout le monde pouvait attaquer un petit peu tout le temps. Et le leader se décidait peut-être sur la fin de l'étape. Donc, il n'y avait pas forcément de coureur protégé dès le début de l'étape. Et puis aussi, les gars, sur les arrivées massives, le train de la Sunweb était un des plus impressionnants. Je me rappelle que Caseball a chaque fois été mis dans les très très bonnes conditions. Il a fait 2-3 podiums, finalement il n'en a pas claqué une. Mais je pense que le Tour de la Sunweb est beaucoup plus que réussi et que c'est une des équipes qui a le plus marqué ce Tour de France. Et pour finir les gars, on va parler des flops de ce Tour de France. Alors j'aime pas trop parler des flops parce que je trouve que ça se fait pas trop, on connaît pas trop les raisons de ces échecs en quelque sorte. Et voilà, ça sert un petit peu à rien d'abattre un peu ou de critiquer des gens ou des coureurs pour rien. Mais il y a quand même quelques coureurs qui n'ont pas performé et qui n'ont pas été aux attentes. Alors je vais évidemment pas parler de tous ceux qui ont eu des blessures
qui ont chuté, comme par exemple Quintana, Bernal, Bourman, Pinot, Bardet. Tous ces gars-là, ils ont eu des chutes, donc j'arrive pas trop à juger. Je sais pas trop si ça les a vraiment beaucoup impactés. Par exemple, un Quintana, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose. C'est quand même qu'il a toujours 1 ou 2 jours de moins bien, mais peut-être que sa chute a vraiment impacté ses performances, parce que j'ai vu une vidéo qui montrait qu'il avait quand même beaucoup de blessures. Mais il y a quand même au moins un coureur qui, pour moi, a vraiment raté son Tour de France. C'est Elia Viviani. Alors, Elia Viviani, les gars, c'était un ancien champion d'Europe. On sait qu'il a gagné beaucoup d'étapes. Que ce soit, il a déjà gagné sur quasiment tous les grands tours, à part la Vuelta, je pense. Il a déjà gagné le maillot cyclamen, je pense, sur le Giro. Il a gagné plein de victoires et c'était un des meilleurs sprinteurs du monde. Et donc, la Cofidis avait décidé de miser sur lui et Guillaume Martin. Et Guillaume Martin, qui finit 11ème, a plutôt bien performé, mais par contre, Elia Viviani a été un seul top 10 sur les arrivées massives et une 6ème place, je crois. Il a peut-être fait un 2ème top 10, mais pas beaucoup plus. Je trouve que c'est extrêmement décevant. C'est un petit peu dommage parce que Cofidis misait vraiment beaucoup sur ça, d'être présente dans tous les sprints massifs, et finalement le voir aussi loin à chaque fois, c'est un petit peu triste. Donc je pense qu'il a vraiment raté son tour. Je sais pas s'il n'était pas en forme, si c'est un manque de confiance, si c'est un manque d'automatisme, mais je pense qu'il va falloir régler ça parce que si ça continue comme ça, il va certainement pas rapporter beaucoup de victoires à l'équipe Cofidis. Et pour finir les gars, sur les flops de ce Tour de France, parce que comme j'ai dit, j'ai pas envie de vraiment parler de trop de flops, parce que voilà, je suis pas trop là pour juger et critiquer, mais je pense qu'il y a vraiment au moins une équipe qui a vraiment raté son tour plus que les autres. Pour moi, c'est la Total Direct Energy, qui est invitée, donc qui doit se montrer, et qui n'a finalement scoré que 2 fois dans le top 10, avec un seul top 10 pour Bonifacio qui était là pour faire les sprints massifs, un top 10 aussi pour Turgis qui est pour moi le meilleur coureur, avec peut-être Romain Sicard dans cette équipe. Mais sinon, tous les autres, ça a été très compliqué. Ils ont vraiment pas pesé sur la course, ils étaient tout le temps à contre-temps. Même dans les échappées, ils se sont fait souvent lâcher. En fait, on les a jamais vraiment vus à leur avantage, à leur aise. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été très marquant, parce que quand on voit les autres équipes invitées, surtout la BNB Hotel, qui est certainement la concurrente un peu de la Total Direct Energy, qui sont peut-être les 2 équipes les plus faibles du tour, la Total Direct Energy, elle était dans tous les sprints avec Ocard, elle était dans toutes les échappées avec Paché et Roland, et elle a fait des podiums avec Roland par exemple, avec Paché aussi je crois, même avec Coca. Donc elle a été beaucoup plus mise en avant. J'aurais même pu la mettre dans les tops, parce que pour moi elle a vraiment surperformé par rapport à ce qu'on pensait d'elle avant le tour. Mais par contre pour la Total Direct Energy, c'était complètement le contraire. Ils n'ont pas du tout réussi à peser, et malheureusement je trouve que c'est l'équipe qui a le plus raté son tour. Alors là, j'ai parlé, les gars, de Viviani, de Bonifacio, enfin, en gros, de Viviani et de la Total Direct Energy. J'ai dit qu'ils avaient raté leur tour, mais à noter que je tourne cette vidéo juste avant l'étape des Champs-Élysées, donc on sait jamais que ça change. Si jamais ils remportent l'étape, je pense que ça pourrait changer un petit peu mon avis. Mais malgré tout, dans les 20 premiers jours de course, je pense que Viviani a été le coureur qui m'a le plus déçu, parce que lui, il n'a pas l'excuse de la chute. Et la Total Direct Energy est pour moi l'équipe qui a été la plus faible de ce Tour de France. Là les gars, je pense qu'on a à peu près fini pour ce débrief du Tour de France. J'espère que vous avez kiffé. Alors c'est une vidéo qui a duré quand même assez longtemps, près de 25 minutes. Mais j'avais vraiment envie de faire un truc très général, où je parle de tout ce que j'ai pensé de cette grande boucle, avec aussi mes flops, mes tops, mon avis sur chaque coureur dans le top 10, mes coups de cœur et tout ça. Et je trouve que voilà, il fallait prendre le temps. Alors j'aurais encore pu parler beaucoup plus longtemps de plein de choses, par exemple des favoris qui n'ont pas été trop à la hauteur, mais qui ont eu des chutes, des différents sprints massifs aussi peut-être, de la Jumbo-Visma qui a peut-être un peu trop cadenassé la course et tout ça. Mais j'ai une chaîne Twitch, les gars, Cyclisme Actu, et je pense qu'on pourra se faire encore des petits lives débriefs sur les différentes courses et tout. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous êtes resté jusque là, à aller me suivre sur Twitch, Cyclisme Actu, et on pourra parler un peu de toute l'actualité cycliste. Alors juste pour finir les gars, je voulais juste faire un petit bilan général sur ce Tour de France de manière un peu plus globale sur le spectacle. Alors évidemment on a eu un fin de tour incroyable, vu que finalement Tadej Pogačar a pris le maillot jaune lors de la dernière étape avant les Champs-Élysées, et c'est quelque chose de historique, c'est très rare. Mais avant, ça cache quand même un peu un tour qui a été quand même assez ennuyant sur certaines étapes, et surtout les étapes de montagne en fait. Et je trouve que pour l'instant, quand il y a une équipe qui en fait domine vraiment de fond en comble les Tours de France, comme par exemple la Ineos, la Sky et maintenant la Jumbo-Visma, et les étapes de montagne sont vraiment plus très excitantes, parce que tout le monde attend.
Et c'est limite compréhensible parce qu'on sait que si on attaque de très très loin et qu'il y a encore 3 équipiers du leader, eh ben enfin, notre attaque est vouée à l'échec et finalement on risque de perdre plus que ce qu'on pourrait gagner. Et du coup c'est ça un petit peu le problème maintenant, j'ai l'impression, c'est que voilà, les étapes les plus excitantes, c'est peut-être celles où il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais peut-être une petite côte sèche sur la fin, avec un final un peu tortueux à la Milan-San Remo, comme l'arrivée à Lyon par exemple, ou alors les étapes qui se jouent entre les échappées. Je trouve que voilà, les étapes de montagne ne font plus trop rêver, vu que quand il y a une équipe qui est beaucoup trop forte, elle cadenasse la course et il n'y a pas d'attaque. Du coup voilà, je voulais juste dire ça pour la fin, j'espère qu'il y en a qui sont restés jusqu'au bout, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire aussi si je peux améliorer quelques trucs. Alors je sais que j'ai pas mis des vidéos et tout ça, mais je suis pas encore trop sûr comment je pourrais faire pour les intégrer dans mes vidéos. Ça donnerait un peu plus de peps et de dynamisme, je sais. Mais voilà, là le but c'était vraiment de donner mon avis, faire un peu un débrief et tout ça. Et je pense que c'était quand même une vidéo assez intéressante. Je vais essayer de continuer ces vidéos, par exemple pour les championnats du monde et même pour les différentes courses, les classiques ou les autres grands tours. Et en essayant de faire un petit peu plus court évidemment, parce que le Tour de France c'est quand même une énorme course, la plus grande course du monde, donc c'est pour ça que la vidéo est un petit peu plus longue. Mais vous inquiétez pas, normalement il y aura d'autres vidéos qui seront certainement un petit peu plus courtes, où on ira directement aux points importants. Du coup voilà, je pense que c'était la fin de cette vidéo les gars, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, parce que je sais que j'ai fait des choix, je sais que j'ai pas tout traité, donc si vous avez des remarques et tout, n'hésitez vraiment pas. Et nous, on va se retrouver certainement la semaine prochaine pour une preview des prochains championnats du monde. Allez, ciao ciao!